Donc, monsieur le rapporteur, il vous reste la première salve de questions, mais il y a déjà des réponses, je crois, hein, dans ce propos liminaire. Écoutez, merci aussi pour cette fraîcheur enthousiaste et puis réaliste qui, me, qui me séduit et je crois qu'il doit séduire nos sénateurs parce que je crois que nous avons été souvent dans le déni et enfin peut-être entendre aussi un nouvel enseignant venir nous dire des points, en tout cas préciser des points avec autant d'ardeur. Je crois que c'est quelque chose qui peut rafraîchir notre institution, mais aussi peut-être nous ouvrir à d'autres questions. Alors moi j'aimerais rebondir sur le savoir et sur la culture et sur l'instruction. La première question c'est, pensez-vous que la consolidation des savoirs fondamentaux peut participer à la transmission des valeurs républicaines? Alors vous êtes professeur de philosophie, mais il y a d'autres types d'enseignements qui sont à ce jour remis en question souvent par aussi une partie de la population, qui sont l'histoire, les sciences de la vie de la Terre, le français. Je pense qu'elles peuvent aussi contribuer à cet objectif-là. La deuxième question, c'est est-ce que l'école, pour vous, doit être le vecteur des valeurs républicaines, avec en filigrane le rôle des parents, et comment donner à l'école et aux enseignants les moyens de mieux former les citoyens. Et puis enfin une dernière question, plus généralement, on aime bien avoir quelques préconisations. Quelles seraient pour vous les mesures qui pourraient être mises en place pour lutter contre ces pertes de valeur et puis cet esprit républicain peut-être à retrouver? Merci. Vous voulez répondre? Merci beaucoup pour ces trois questions qui, en fait, je crois, peut-être n'en font qu'une dans la complexité du problème auquel nous avons à faire face et en même temps, paradoxalement, dans sa simplicité. L'école, demandez-vous, doit-elle être le vecteur des valeurs républicaines? Je le crois personnellement et je dirais même de façon plus large encore que l'école est ce par quoi se fonde toute cité d'une manière générale, ce par quoi se fonde toute chose publique, toute république. Il n'y a pas de république sans école, il n'y a pas même de politique sans école, au sens où il n'y a pas de cité sans école. Qu'est-ce qu'au fond un citoyen? Comment former des citoyens? Aristote, dans les politiques, pardonnez-moi de passer par des formations professionnelles, la discipline qui m'est familière, Aristote, dans les politiques, affirme que le propre du citoyen, c'est de parler avec les autres. Et le propre de la cité, c'est de parler ensemble de ce qui est bon et de ce qui est juste, d'entretenir un dialogue commun, d'entretenir ensemble un débat. Pour cela, encore faut-il savoir parler, et encore faut-il parler la même langue. Il n'y a pas de politique quand il n'y a pas de possibilité de parler ensemble avec la même langue, d'articuler ensemble avec des mots qui nous permettent de raisonner communément, de raisonner en commun. Il n'est pas de politique quand il n'est pas de transmission efficace d'une langue commune. Vous voyez, je crois que si l'école peut former les citoyens de demain, c'est d'abord peut-être en leur transmettant cette langue commune, non pas seulement au sens de la capacité de parler, non pas seulement au sens de la capacité de maîtriser un vocabulaire. Si déjà nous pouvions nous accorder sur cet objectif, ce serait là un grand pas fait en avant, mais au sens même de la capacité de parler ensemble avec le fond culturel qui nous soit commun de ce qui est bon et de ce qui est juste. Et voilà déjà ce qui me paraît décisif. Tout à l'heure, M. Slama disait que lorsqu'on n'a plus les mots, naît la violence. C'est vrai dans notre expérience personnelle, c'est vrai dans notre expérience au sens psychique et psychologique du terme, dans notre expérience intérieure, et c'est là l'exemple que prenait M. Slama. Mais c'est vrai aussi dans notre expérience collective. Lorsque nous n'avons plus les mots pour parler ensemble, alors nous sommes tentés de régler nos différends par la violence. Lorsqu'il n'y a plus de dialogue commun, lorsqu'il n'y a plus de possibilité même d'un dialogue parce qu'il n'y a plus de langue commune, alors naît la violence qui remplace la République. C'est quand la République se défait, c'est quand la société se dissout que la violence semble se rappeler à nous. Et de ce point de vue-là, il est là encore étonnant que nous nous en étonnions. Lorsque la culture n'est plus transmise, lorsqu'on a condamné comme coupable la transmission de la culture, il est étonnant qu'on voit ressurgir l'autre de la culture, c'est-à-dire la barbarie. La barbarie, comme vous le savez, désigne dans son étymologie grecque le fait de ne pas pouvoir articuler les mots. Barbaros désignait les mots inarticulés, les sons inarticulés qui sortent de la langue de celui qui n'a pas reçu la langue commune, qui n'a pas reçu une langue articulée. Eh bien, la barbarie, me semble-t-il, c'est ce cri inarticulé qui jaillit d'une génération ou d'une partie d'une génération à qui nous n'avons pas transmis les mots pour participer à la vie citoyenne, à la vie de la cité.
Et de ce point de vue-là, je voudrais dire que, comme enseignant, pour rentrer maintenant dans la dimension concrète de l'expérience, j'ai eu la chance, comme TZR, vous le savez, la plupart des jeunes enseignants sont pendant quelques années remplaçants, titulaires sur zone de remplacement. J'ai eu la chance de découvrir un grand nombre d'établissements. J'y ai rencontré des élèves passionnants avec, comme tous les jeunes de notre temps, comme tous les jeunes de toute génération, une grande générosité, une grande intelligence, une créativité extraordinaire. Mais j'ai rencontré aussi, et c'est vrai, dans les zones les plus défavorisées, des jeunes à qui on n'avait pas transmis les moyens d'accomplir cette créativité, d'accomplir cette générosité, ce désir de se donner. Et j'ai rencontré dans ces lieux, dans ces lycées, des jeunes dont je me suis souvent dit qu'on ne leur avait pas transmis les moyens de participer d'une manière productive et active, comme le disait l'enquête PISA, à la vie de la société. Des jeunes à qui on n'a même pas donné les moyens de participer à la vie de la cité demain. Et il y a de ce point de vue-là, je crois, une grande inquiétude à avoir. En tous les cas, nous devons nous sentir responsables de ces jeunes qui ont parfois quitté le système scolaire avant la fin de leur parcours, parfois même l'ont suivi jusqu'au bout, mais qui n'ont pas forcément reçu ces conditions fondamentales que sont la capacité de parler, d'articuler un raisonnement, conditions fondamentales pour participer à la vie de la cité, pour comprendre les enjeux d'une élection, pour comprendre la possibilité de la participation citoyenne et pour prendre leur rôle comme électeurs ou comme élus à la vie de la cité. L'école doit être le vecteur des valeurs républicaines, je dirais d'une manière plus fondamentale encore, que l'école est ce par quoi se prépare toute république et qu'il n'y a pas de république sans école. Mais comment y parvenir ? Je crois, vous voyez, encore une fois, fondamentalement, qu'on n'y parviendra pas si l'école se trouve mise au service d'une éducation qui se passerait de l'instruction. C'est là, encore une fois, le grand paradoxe, et celui qui m'étonne beaucoup. On a le sentiment parfois, pardonnez-moi ce propos peut-être un peu irrévérencieux, mais on a le sentiment parfois que les responsables politiques qui produisent les directives n'ont plus ou pas beaucoup l'occasion d'être en contact avec des jeunes, avec des enfants, avec des adolescents, qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'être en contact avec des élèves. L'idée qu'on pourrait transmettre des valeurs qui s'imposeraient d'elles-mêmes, cette idée-là, pardonnez-moi, est une espèce de fiction, ça ne se produit pas. Et précisément, nous le savons très bien, nous qui par ailleurs sommes capables d'encourager chez nos élèves l'esprit critique et de vouloir qu'ils développent un esprit critique parfaitement légitime. Par conséquent, aucune valeur ne s'impose d'elle-même, aucun principe ne s'impose de lui-même. Vous pouvez rentrer en classe et dire à des enfants, dire à des adolescents qu'il faut refuser tel ou tel comportement, qu'il faut adopter telle ou telle pratique, ça ne s'impose pas de soi. Pourquoi faudrait-il être tolérant plutôt qu'intolérant ? Pourquoi faudrait-il être respectueux plutôt qu'irrespectueux ? Pourquoi faudrait-il être paisible plutôt qu'être violent ? Ça ne s'impose pas de soi-même. Je prendrai un exemple qui m'a personnellement beaucoup marqué dans mon itinéraire d'enseignant. L'exemple du sexisme. On nous dit l'école doit lutter contre le sexisme. Ceci fait partie de ses missions fondamentales. Comme tout enseignant, j'ai lu avec attention la lettre que Vincent Peillon écrivait aux enseignants au début du dernier quinquennat. Et parmi les consignes et les directives qui étaient proposées aux enseignants dans une lettre de 4 pages sur les missions de l'école figurait la lutte contre le sexisme. C'était une lettre de 4 pages qui parlait d'un très grand nombre d'objectifs et qui mentionnait, c'est là d'ailleurs le grand paradoxe, c'est qu'on demande aux enseignants de faire un peu tout ce que la société n'arrive plus à faire, et donc qui donnait aux enseignants un très très grand nombre de missions. Il faut que l'école lutte contre le sexisme. Pour ma part, j'en suis convaincu. Je n'affirme pas du tout que cet objectif soit superflu, ni non plus qu'il soit irréaliste. Je pense que l'école doit lutter contre le sexisme. C'est même une priorité qui me paraît effectivement décisive. Car je l'ai vu, dans beaucoup d'établissements, le sexisme est une réalité. Dans beaucoup d'établissements, en particulier dans beaucoup d'établissements défavorisés, la relation entre les garçons et les filles, entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, est une relation marquée parfois par une très grande violence. La façon dont les garçons parlent aux filles, les comportements, les vocabulaires, les attitudes sont parfois extraordinairement condescendantes, extrêmement violentes, et j'ai vu beaucoup de jeunes filles souffrir de cette situation. Il suffit de considérer les productions de ce qu'il est convenu d'appeler les cultures urbaines, par exemple certaines productions, pas toutes évidemment, mais certaines productions contemporaines, pour constater que l'image de la femme y est souvent dégradée, que l'image de la femme y est souvent maltraitée. Et dans notre espace public, d'ailleurs, dans notre société, nous devons reconnaître que même, d'ailleurs, à travers la publicité, même, que le sexisme est bien souvent, que la dévalorisation de la femme est bien souvent une réalité. Alors comment l'école peut-elle lutter contre le sexisme ? Eh bien, nous employons une voie que je crois irréaliste et absurde. Nous organisons des ateliers contre le sexisme, des ateliers pédagogiques, éducatifs, ludiques. Nous entreprenons précisément des cours de morale laïque dans lesquels nous expliquons que le sexisme c'est mal, qu'il ne faut pas être sexiste et qu'il ne faut pas maltraiter les jeunes filles ni mal leur parler. Mais ça ne s'impose pas de soi-même. Et les adolescents nous regardent avec une forme de distance ironique lorsque nous prétendons
les réunir dans les cours de récréation pour pousser un cri contre le sexisme, ou bien lorsque, tentant précisément de singer ces cultures qui leur sont familières, nous organisons des productions culturelles, souvent de mauvaise qualité, qui ont pour but de montrer, comme par une sorte de morale un peu poussive, que le sexisme, c'est pas bien. Bon, ça ne marche pas, c'est évident que ça ne marche pas. Comment l'école peut-elle lutter contre le sexisme? Eh bien, c'est très simple. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, si nos écoliers, si nos élèves, si nos étudiants avaient tous, une fois dans leur itinéraire scolaire, entendu parler, je sais pas, par exemple, entendu parler de la figure de Jeanne d'Arc, et si on leur avait fait lire quelques pages du procès de Jeanne d'Arc, quand vous avez lu quelques pages du procès de Jeanne d'Arc, que vous soyez chrétien ou non, et même quand vous êtes musulman, quand vous avez lu quelques pages du procès de Jeanne d'Arc, vous ne pouvez plus considérer que les femmes sont inférieures aux hommes. C'est impossible. Impossible. Vous avez la démonstration, vous avez la preuve, vous avez l'expérience de l'égalité absolue entre les femmes et les hommes, et même de cette capacité qu'une jeune fille de 19 ans a eu un jour d'humilier une assemblée d'hommes beaucoup plus savants et beaucoup plus doctes qu'elle. Si en physique on réapprenait un peu les éléments fondamentaux de la connaissance de la physique et qu'on apprenait à parler par exemple de ce que, je sais pas, une femme comme Marie Curie a apporté à la connaissance de la physique, à la connaissance de la matière. Comment voulez-vous penser que les femmes sont moins intelligentes que les hommes quand vous avez compris un peu de la physique, quand vous vous êtes un peu émerveillé de ce que Marie Curie vous avait permis de comprendre de ce qu'est la matière? Si, chose extraordinaire, si par miracle nos élèves avaient l'occasion de temps en temps de réapprendre par cœur un peu de notre poésie française. Quand vous avez appris un peu de Ronsard, un peu de Verlaine, un peu de Musset, un peu de Chénier, comment voulez-vous mal parler à une fille? Comment voulez-vous ensuite traiter une jeune fille, maltraiter une jeune fille, de cette manière absurde et dérisoire qui se fait jour précisément lorsque la culture s'est effondrée? Évidemment, et c'est une chose très importante, nous ne pouvons pas non plus idolâtrer la culture. L'homme le plus cultivé du monde est capable d'être lâche, est capable d'être méchant, est capable d'être violent, est capable de faire le mal. Et nous le savons très bien, l'homme le plus cultivé du monde et le peuple le plus cultivé du monde sont capables d'être barbares et de la manière la plus atroce qui soit, c'est vrai. La culture n'empêche pas l'homme d'être inhumain, mais l'inculture empêche assurément les hommes d'être complètement humains. Et c'est exactement ce qui se produit dans l'effondrement du vocabulaire commun, dans l'effondrement de la culture commune. C'est ce qui se produit dans l'effondrement de la culture, cette espèce de barbarie qui consiste en permanence à rabaisser les jeunes filles, à ne se rapporter aux autres, à ne se rapporter à l'autre que sous la forme de la violence, et d'une violence absurde, d'une violence déraisonnée, d'une violence complètement gratuite. Cette violence-là, je crois, nous la guérirons, non pas en organisant des ateliers contre le sexisme, mais tout simplement en reconcentrant l'école sur sa mission fondamentale, transmettre le meilleur de notre culture, transmettre le savoir. Et encore une fois, je le crois profondément. Vous voyez, cette pratique, par exemple, encore une fois, arrêtons-nous là-dessus, cette pratique du par cœur que nous avons bannie de notre école, la pratique de la mémoire, la culture de la mémoire, l'effort même de la mémoire, qui consiste à absorber et à se laisser, l'expression est magnifique, à se laisser transformer par le cœur, par les textes que l'on reçoit. Cette pratique-là, toute simple, qui est la mission fondamentale de l'école, transmettre un savoir, transmettre à chaque enfant, permettre à chaque enfant de participer par la mémoire à une culture qui nous est commune, eh bien cette pratique-là, je crois, en la réhabilitant, nous pourrions en faire l'occasion de lutter contre le sexisme, mais aussi contre toutes les dérives que nous voyons surgir aujourd'hui. J'espère vous avoir montré à travers ce tout petit exemple comment l'école peut servir ce que nous appelons les valeurs de la République et qui sont en fait, en réalité, ce qui constitue les éléments d'une forme de morale commune, d'une approche commune de ce qu'il est vraiment humain de faire et d'une manière vraiment humaine de se rapporter à l'autre. Voilà comment l'école pourrait contribuer à humaniser les hommes et à humaniser ces enfants qui nous sont confiés dans les salles de classe qui sont les nôtres. Merci beaucoup. Quelques questions. Tout d'abord, Monsieur Quesnel. Oui, Madame la Présidente. Tout d'abord, bravo pour la fluidité de votre verbe. En 50 minutes, vos élèves doivent en subir. Je voulais vous dire que ça fait longtemps que j'ai cessé de m'étonner. Par contre, je m'irrite de plus en plus, parce que je me rends compte que finalement, et pardonnez-moi d'utiliser un peu la terminologie médicale, mais finalement, le diagnostic est posé, et depuis bien longtemps. Et je crois que nous sommes tous d'accord sur le diagnostic. Le remède est connu, me semble-t-il, également. Par contre, la posologie, elle, finalement, fait défaut. Dans tout ce que vous avez dit,
Et effectivement, la lecture du procès de Jeanne d'Arc est très instructive. Encore faut-il savoir lire. Et le problème, on en revient toujours à la base. La base, c'est quoi? C'est pas tout ce qu'on demande à l'éducation nationale. La base, c'est quand même comment faire pour que l'ensemble des jeunes puissent y accéder. Et là, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Karl, une autre question? Et merci Madame la Présidente. D'abord, moi j'ai été ravi d'entendre ces propos à la fois très réalistes, rafraîchissants, passionnés, et finalement, à partir d'un constat qui est celui qu'on connaît, plein d'optimistes. Et vous avez dit quelque chose, moi, qui me sied tout à fait. L'école peut éduquer si elle sait instruire. Est-ce que ça ne devrait pas être finalement à l'étape de la loi des nouvelles ESP, c'est ça, les écoles supérieures de formation des professeurs? Oui, je rejoins pour ma part la première question. Je voudrais, moi, vous poser la question de qui vous partagez absolument tous les points de vue que Benoît Pellistrandi a commis et a écrit dans plusieurs tribunes du Monde, du Figaro, etc. Et où il disait qu'il y avait justement une confusion, qu'il n'y ait plus de transmission, mais qu'on s'occupait tellement des inégalités sociales qu'il fallait, en créant justement ces fameux ateliers, et qu'il fallait reprendre la transmission pure. Et donc je suis, en tout cas pour ma part, heureuse de voir qu'il y a ces deux enseignants qui parlent, qui tiennent le même discours. Rejoignait la première question. Donc. Merci. Donc, si vous voulez bien répondre. Merci pour ces observations et ces questions. Peut-être, si vous me le permettez, je voudrais repartir à la question du sénateur Karl. Monsieur le sénateur, effectivement, je crois que il me semble que nous devrions reprendre conscience de la nécessité d'éduquer par l'instruction. Et je crois que c'est une prise de conscience qui est urgente, car pour répondre à votre intervention, malheureusement, me semble-t-il, le diagnostic n'est pas partagé. Il n'est pas partagé par tous. Et notamment, il n'est pas partagé par ceux qui, aujourd'hui encore, ont la mission de structurer la pédagogie de l'école et de structurer notamment la formation des enseignants. Je l'ai vu, j'en ai fait l'expérience, comme mes collègues d'ailleurs, et nous en avons tous été marqués, quelles que soient d'ailleurs nos origines personnelles, quelles que soient nos convictions personnelles, nos sensibilités politiques. Nous étions là comme jeunes enseignants pour suivre notre formation, et nous avons été très, très étonnés, très marqués par ce discours. Et depuis d'ailleurs que j'ai publié ce petit essai, je reçois énormément de courriers de collègues ou de collègues à la retraite qui me confient avoir vécu de manière parfois douloureuse leur propre expérience de cette formation. Les formateurs que nous rencontrions, et je crois ceux qui aujourd'hui inspirent la pédagogie de l'école de la République, sont convaincus que l'école ne s'est pas encore assez réformée, que la transmission n'a pas encore été assez déconstruite, et que c'est pour cette raison-là que nous voyons encore ces inégalités dont vous parliez à l'instant, ces inégalités que nous voudrions chasser. Prenons un exemple tout simple, l'exemple de la polémique qui avait surgi lors du retrait de l'épreuve de culture générale de l'entrée des concours d'entrée de Sciences Po Paris. L'IUP de Paris, comme vous le savez, a retiré il y a quelques années son épreuve de culture générale du concours d'entrée en adoptant, ce qui est intéressant, ce n'est pas la réforme en soi, mais c'est sa justification, un discours extrêmement simple qui consiste à dire que la culture est une occasion de discrimination, que la culture est discriminatoire. Par conséquent, il faut retirer la culture de nos épreuves de sélection pour éviter de reproduire ces discriminations. Et si nous voulons produire de l'égalité, il faut déconstruire la culture. S'en était suivi un vaste débat, et je me rappelle très bien, c'était ma première année d'enseignement, je me rappelle très bien de ce communiqué qui avait été publié par le ministère de l'Enseignement supérieur, et qui disait qu'il fallait entreprendre une vaste réflexion sur la place de la culture générale dans les concours de recrutement des écoles de la fonction publique, au motif que la culture est l'occasion d'une sélection discriminatoire.
Cette idée-là, vous voyez, je crois, elle est le témoin du fait que le diagnostic n'est pas partagé par tout le monde. En tous les cas, le diagnostic que je viens de vous proposer et qui consiste à penser au contraire que la culture est l'occasion de toute égalité réelle, de toute liberté réelle, et qu'on ne fera pas l'égalité à l'intérieur de notre pays en défaisant la culture, car alors on laissera en fait les plus privilégiés, les plus favorisés, c'est ce qui se produit aujourd'hui, accéder aux postes de responsabilité. La culture est nécessaire pour devenir vraiment libre, pour accomplir ses facultés, pour accomplir ses talents. Défaire la culture, c'est donc priver ceux qui ne la reçoivent pas dans leur famille, dans leur cercle familial, dans leur milieu social, c'est les priver d'accéder à la possibilité d'accomplir ce qu'ils sont et de constituer dans une véritable liberté leur propre projet de vie. Par voie de conséquence, je le crois profondément, le diagnostic n'est pas partagé. Et encore faudrait-il que nous puissions le partager avec ceux qui aujourd'hui ont la charge de mettre en œuvre les pédagogies de l'école. Car eux, pour le coup, ont la conviction que c'est parce que l'école ne s'est pas encore assez réformée, parce que la transmission n'a pas encore été assez déconstruite, que nous sommes dans cet état d'inégalité persistant. Et ceci me conduit à répondre donc à la question que vous posiez. Je crois qu'il faudrait effectivement rappeler, peut-être dans le temps de la formation des enseignants, que c'est par l'instruction que l'école peut éduquer, que c'est par le savoir que les enseignants ont à transmettre qu'ils peuvent servir une égalité et une liberté réelle de leurs élèves. Et ceci constituerait un geste extraordinairement fort, car nous avons vécu dans notre expérience de formation l'expérience très douloureuse d'un soupçon porté sur notre activité, d'un soupçon porté sur notre propre savoir. Voilà sans doute le plus douloureux pour un enseignant. Quand on vous explique, dans votre propre formation, que vous êtes le tenant d'un système militaro-hospitalo-carcéral, je cite là le formateur que nous rencontrions, que l'école est à la fois quelque chose qui tient de la caserne, de l'hôpital et de la prison, quand on vous explique que vous êtes, en mettant des notes à vos élèves, le capot du système ultralibéral et que vous préparez pour l'avenir les masses laborieuses dans lesquelles les multinationales iront se servir parmi le prolétariat résigné que vous aurez constitué pour elles, bien d'une certaine façon, vous ressentez une forme de culpabilité. Je crois qu'on ne comprend pas la crise de l'école si on ne comprend pas que l'éducation nationale est comme un vaste système entré en dépression collective. Nous continuons à enseigner parce qu'il faut bien le faire, mais nous ne savons plus pourquoi. Nous avons perdu le sens de la fécondité de notre mission. On nous explique que le savoir que nous portons est un poids infligé à nos élèves. La grande expression, par exemple, du bagage culturel qu'il faudrait transmettre aux enfants. Mais si la culture est un bagage, la culture est un fardeau. Car un bagage, c'est pesant, c'est pénible, ça gêne la liberté de mouvement. La culture, je le crois profondément, n'est pas un bagage. Elle n'est pas quelque chose d'accessoire, elle n'est pas de l'ordre de l'acquis, comme on le dit souvent, là encore, dans le vocabulaire pédagogique contemporain. On ne mesure pas des acquis à l'école. À l'école, on apporte un surcroît d'être. Et l'autorité de l'enseignant est ce par quoi sont augmentés les élèves, de leur être propre, de leur liberté réelle. Les auteurs que nous faisons rencontrer à nos élèves font autorité, et leur autorité est condition de toute liberté. Nous l'avons vu évidemment dans cette période troublée qu'a suivi l'histoire le drame, la tragédie de Charlie Hebdo. Nous l'avons vu. L'autorité des enseignants qui a disparu n'a pas disparu au profit d'une liberté des élèves. Lorsque l'autorité de l'école s'effondre, eh bien nos élèves sont abandonnés à l'oppression de ces discours simplistes et superficiels, de cette coercition nouvelle que l'on voit fleurir sur Internet, de ces idéologies qui les prennent en otage. L'autorité de l'école est la condition de toute liberté. Elle a été d'ailleurs pour nous-mêmes aussi la condition de notre propre liberté d'aujourd'hui. Et nous devrions en être reconnaissants de cela. De ce point de vue, je crois que, vous voyez, affirmer que le savoir est la condition de toute liberté, ce serait faire un geste extraordinairement fort à l'égard du monde enseignant. Ce serait dire aux enseignants que le savoir qu'ils ont reçu, que la formation qu'ils ont suivie est féconde pour les élèves qu'ils rencontrent. Et que ce savoir qu'ils ont désiré partager est ce dans quoi se constituera toute liberté et toute humanité pour le monde qui vient, pour les générations qui naissent aujourd'hui. Et les enseignants, d'une certaine façon, je crois, ont soif de ce discours. Et si je peux me permettre de me faire ici humblement le porte-parole de mes collègues, nous avons soif d'un discours qui redonne sens à notre métier. Et nous avons besoin que le politique se ressaisisse de ce discours. Et le politique aujourd'hui est dans une situation très pénible à l'égard du monde enseignant. Encore une fois, quand nous entendons notre ministre, par exemple, parler elle-même de l'évaluation sans note qui serait la seule évaluation bienveillante, nous entendons notre ministre implicitement dire que notre activité qui consiste à mettre des notes est une activité malveillante. Implicitement, quand le ministère de l'Éducation nationale, et vous voyez que ce n'est pas une question de parti, car la période dont je parle était celle d'une précédente majorité, quand le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur publie un communiqué disant que la culture est l'occasion d'une sélection discriminatoire, en fait, il accuse les enseignants de reproduire des inégalités. Et donc, nous nous sentons coupables. Et on ne peut pas penser le malaise du monde enseignant sans cette espèce de culpabilité
qui est, je crois, infondée, mais qui est entretenue par le discours commun, et notamment, c'est vrai, malheureusement, par le discours des politiques à l'égard de l'école. Toute tendance confondue, ici mon propos n'est pas de politique sectaire ou partisane, je crois que c'est là encore l'objet d'une prise de conscience qui doit être collective. Alors, comment faire maintenant pour que tous puissent accéder à cette culture commune? Et vous le rappeliez, monsieur le rapporteur, vous avez, je crois, beaucoup travaillé sur cette question du socle commun des connaissances. Vous rappeliez les résistances qui parfois naissent dans l'espace de nos classes, les résistances qui parfois naissent à certains enseignements, à une certaine transmission. Ces résistances que nous rencontrons, dont nous faisons parfois l'expérience. Je crois que ces résistances, nous avons malgré tout tendance à les exagérer. Nous avons placé l'enfant au centre du système scolaire et c'était tout à fait naturel. L'enfant a toujours été au centre du système scolaire parce que, évidemment, le but de l'école n'est pas le savoir en tant que tel, n'est pas l'érudition, mais bien la croissance de l'enfant qui lui est confiée. Le vrai problème n'est pas que nous ayons placé l'enfant au centre du système scolaire. Le vrai problème est que nous ayons construit une école qui soit toujours et systématiquement à la hauteur de l'enfant, à hauteur d'enfant, à la hauteur de ce que nous pensons être ses capacités à l'instant donné, à hauteur de ce dont nous croyons que cela constituera pour lui un plaisir, une satisfaction, un intérêt immédiat. Nous avons fait de notre école le règne de l'immédiateté, le règne d'une satisfaction, d'un intérêt immédiat. Et nous avons voulu bannir tout ce qui semblait constituer une médiation, l'expérience d'une rencontre avec quelque chose qui serait un intermédiaire en vue d'un progrès, en vue d'un changement. Nous avons voulu bannir d'une certaine façon tout ce qui représentait cette médiation, le cours magistral, la lecture continue, l'effort qui consiste à apprendre par cœur, le travail de la mémoire. Tout cela, nous l'avons banni et nous avons cru nous concilier ainsi l'affection de nos élèves. Nous avons pensé que faire une école qui ne serait pas trop difficile pour eux, ce serait faire une école qui serait plus sympathique, plus plaisante, une école dans laquelle ils auraient plus de plaisir à aller. Mais en fait, en réalité, c'est une catastrophe, parce que ce que les élèves attendent, c'est précisément quelque chose qui les dépasse, quelque chose qui les élève. Mon expérience personnelle d'enseignant, c'est que lorsque nous suivons les consignes qui nous étaient données, celles qui consistent par exemple à ne jamais faire de cours magistral, à organiser en permanence des débats, des discussions, des ateliers participatifs, lorsque nous passons notre temps à solliciter les élèves en leur demandant de produire par eux-mêmes leur propre savoir, alors nous construisons une école d'un ennui mortel. Car si on vous demande tout le temps votre avis, c'est vraiment pas la peine d'aller à l'école. Votre avis, vous l'avez déjà. Si vous venez par exemple en cours de philosophie pour qu'on vous demande ce que vous pensez sur le bonheur, c'est vraiment pas la peine d'aller en cours de philosophie, vous avez déjà une idée sur la question. Vous venez en cours de philosophie pour rencontrer une histoire qui vous précède, pour rencontrer des auteurs qui justement fassent autorité. Vous venez en cours d'abord pour écouter et non pas d'abord pour parler. D'abord pour recevoir et non pas d'abord pour participer. La participation, la création, la créativité viennent ensuite et viennent après. Et c'est le propre de toute notre expérience humaine que nous ne sommes pas immédiatement capables de notre propre créativité. Ce dont un enfant est capable, il ne le possède pas encore. Ce dont un enfant sera vraiment capable demain, et ce dont il sera par nature capable, il a besoin d'abord de beaucoup recevoir pour pouvoir l'accomplir. Et c'est le pari de toute éducation que de regarder un enfant, non pas comme ce qu'il est maintenant à un instant T, mais de le regarder comme étant capable de choses qu'il ne maîtrise pas encore. Et mon expérience personnelle, c'est que lorsque vous venez en cours, au contraire, en affirmant que vous avez quelque chose à transmettre, quelque chose qui mérite d'être entendu, quelque chose qui mérite qu'on fasse silence pour un temps, alors vous rencontrez, c'est vrai, des résistances, car l'éducation est toujours une tâche difficile. Et de fait, elle se fait toujours d'une certaine façon dans la douleur. Vous rencontrez, c'est vrai, des résistances. Et vous avez une tâche difficile devant vous. Mais en même temps, commence, en même temps qu'une forme de guerre, une magnifique histoire d'amour. Lorsque vous rentrez en classe en disant à vos élèves que vous avez quelque chose à leur transmettre, alors de fait, ils deviennent réceptifs, ils deviennent attentifs. Avec le temps peut-être, c'est vrai, mais ils le deviennent vraiment. Et même et peut-être surtout, dans les endroits qu'il est convenu d'appeler défavorisés, dans les zones les plus difficiles, dans les zones les plus sensibles, j'ai rencontré cette soif immense, cet intérêt pour ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans la culture. Cette soif d'intelligence, cette soif de réflexion, cette soif de la littérature, cette soif de la poésie, je l'ai rencontrée peut-être surtout dans ces lieux où nous avons devant nous des élèves qui ont conscience de manquer de tout et qui ont conscience, par ce manque, d'avoir soif du meilleur. Donc je crois, vous voyez, au fond, finalement, les résistances ne sont pas si grandes que nous nous l'imaginons souvent. Et j'ai partagé ces expériences avec beaucoup de collègues, y compris avec des collègues d'histoire. On parle souvent de l'histoire comme d'une discipline difficile à enseigner. Je crois que
lorsqu'un enseignant arrive avec une authentique passion de l'histoire, conscient que l'histoire de notre pays est belle, qu'elle mérite d'être reçue, et que tous ceux qui sont dans l'espace de la classe, étant français ou étant habitants en France, en sont légitimement les héritiers, lorsqu'on arrive avec ce sentiment que tout enfant a droit de connaître l'histoire de ce pays dans lequel il grandit, alors dans ce cas, on rencontre une attention, on la suscite, on la fait naître. Et les élèves répondent comme en écho à notre désir de transmettre par leur propre désir d'apprendre. Évidemment, encore une fois, ça se fait toujours dans la difficulté. On ne peut pas imaginer que l'école soit autre chose que l'expérience de la difficulté pédagogique. Alain écrivait que la pédagogie, c'est la science des professeurs chahutés. Et de fait, je ne voudrais pas faire ici celui qui, par une espèce de prestige usurpé, vous ferait croire qu'il n'a jamais été chahuté. Bien sûr, la pédagogie est la science des professeurs chahutés. Mais en même temps, à l'intérieur même de cet effort et de cette difficulté que nous rencontrons parfois, à l'intérieur même de ces résistances que nous voyons se lever devant nous, il y a toujours comme un appel, et l'appel de ces élèves qui attendent d'être élevés, qui attendent d'être des élèves. Gustave Thibon disait, ce qui m'a toujours beaucoup guidé dans ma tâche d'éducateur, celui qui ne me donne rien, c'est celui qui ne me donne pas l'occasion de me donner. Celui qui, d'une certaine façon, ne me donne pas l'occasion de me dépasser. Nous avons construit une école d'une incroyable pauvreté, précisément parce qu'elle ne donne jamais aux élèves, ou si peu, si rarement, l'occasion de se dépasser, l'occasion d'aller au-delà de leurs propres capacités. Vous voyez, il y a une forme de contradiction absolue de ce point de vue-là. On parle de l'éducation comme d'une violence, c'est ce que disait Pierre Bourdieu, tout acte éducatif est violence. On parle de la transmission comme d'une forme de coercition. On parle de la notation comme d'une brutalité. Mais nos élèves, ils attendent au contraire l'occasion de recevoir quelque chose qui les dépasse. Ils attendent une occasion de se dépasser. Et dès que l'école est finie, ils vont par exemple faire du sport. Et quand ils vont faire du sport, ils ne rentrent pas sur le terrain de foot en disant « on ne va pas compter les points parce que ce sera trop violent pour celui qui va perdre ». Non, ils ont envie d'être stimulés, ils ont envie d'être dépassés, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est à ça qu'ils aspirent. Et d'une certaine façon, je crois, voyez, pour aller jusqu'au bout encore du raisonnement, je crois que de façon monstrueuse et de façon atroce, c'est précisément ce que l'État islamique propose à nos élèves. C'est ce que l'idéologie la plus atroce propose à nos élèves. Une occasion de se donner, une occasion de se dépasser, une occasion de se sacrifier. C'est peut-être abominable de dire ça, mais malgré tout, je crois que c'est vrai. Nous avons dit à nos élèves, on ne va jamais vous déranger, on ne va jamais vous imposer quelque chose de trop difficile. Vous inquiétez pas, on vous respecte, on vous laisse dans votre cocon, on vous laisse dans votre bulle, on vous laisse être immédiatement ce que vous êtes. On ne vous demandera jamais de faire effort sur vous-même. Et nous avons cru par là nous concilier leur amitié. Mais en fait, en réalité, ce qu'ils cherchent dans ce monde, nos élèves, ça n'est pas simplement une raison de vivre, c'est une raison de donner leur vie. Ça n'est pas simplement une raison de se trouver correctement en ce monde, de consommer, de vivre une existence qui serait à la mesure de leurs propres désirs, mais c'est une occasion de se donner, une occasion de se dépasser, une occasion d'être élevé. Et l'expérience que j'ai faite, encore une fois, et c'est ma grande source d'espérance, vous avez dit tout à l'heure que j'étais optimiste. Je ne sais pas si je suis optimiste, parce que je pense que nous n'avons pas beaucoup de raisons d'être optimistes, mais en revanche, j'ai une très grande espérance, ce qui est tout à fait différent. Je crois qu'il faut regarder la réalité telle qu'elle est, avec toutes les difficultés qu'elle comporte, et aller au-delà de cette difficulté, c'est précisément ce qu'on pourrait appeler l'espérance. Et ce qui fonde mon espérance, c'est cette expérience que j'ai faite si souvent de la soif des élèves, et notamment de la soif des élèves dans ces milieux les plus défavorisés, dans ces milieux les plus fragilisés. Dans ces lieux, c'est vrai aussi, où nous avions devant nous des élèves issus de cultures extrêmement variées, issus d'origines extrêmement diverses. Dans ces lieux-là, j'ai rencontré peut-être la plus grande soif de notre propre culture et de ce qu'elle comporte de meilleur, et c'est cela qui fonde mon espérance. Merci beaucoup pour cette intervention brillante et optimiste, pessimiste, ça, ça dépend comment chacun le ressent. En tout cas, enthousiaste, et j'espère que vous ne perdrez pas tout cet enthousiasme au fur et à mesure de vos rencontres et de votre enseignement dans différentes écoles, parce que bravo, merci. Merci beaucoup. Merci en tous les cas de vos travaux, et je fais confiance à votre commission comme jeune enseignant et comme jeune citoyen aussi. Et je vous remercie beaucoup de vous pencher sur ces questions. Je crois que peut-être les périodes difficiles que nous vivons sont justement l'occasion d'une prise de conscience qui sera salutaire, aussi bien d'ailleurs dans l'opinion publique que dans nos élus. Merci infiniment en tous les cas de m'avoir reçu, et j'espère que de vos travaux pourront sortir ce discours dont nous avons tant besoin et dont je vous suis déjà par avance infiniment reconnaissant.
Tout sera problème de posologie, n'est-ce pas, chers collègues? Là, je crois que vous avez une bonne image, hein, diagnostic, remède et posologie. Merci.